Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans l'Afrique dans tous ses états, cette émission qui met en lumière les enjeux et les dynamiques de notre continent. Comme chaque semaine, nous ouvrons un espace d'échange où le continent est au cœur du débat. Pour cette édition, nous avons été sur les réseaux sociaux, sur Internet, afin de dénicher les sujets qui vous ont fait parler. Alors, au menu 3 sujets. Destination la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon est-il le plan B du PDCI RDA? On continue avec la RDC. Kabila face à Tshisekedi, un choc inévitable aux conséquences graves. Et on continue avec l'AES et la CEDEAO. Peut-on parler d'une réconciliation? Voilà, mesdames et messieurs, les 3 sujets que nous allons aborder avec notre invité du jour, professeur Alfred Toumba Shango Lokoo. Bienvenue à vous. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle, président de Défi et d'Afrique à venir. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. On continue en face de vous. Vous avez Monsieur Babadem, vous êtes journaliste. Bienvenue à vous. Merci beaucoup et bonjour à nos co-panélistes. On continue avec Dr Mamadou Camara, vous êtes économiste et maître de conférence. Bonjour Aïcha, bonjour Baba, bonjour à notre invité, ravi de le retrouver à nouveau. Donc nous allons parler évidemment de la situation en République démocratique du Congo avec le retour de Kabila à Goma et ensuite des négociations qui viennent d'être entamées entre la CEDEAO et l'AES. Merci beaucoup, docteur Camara. Merci encore une fois à tous nos commentateurs. Et on vous lit, j'insiste dessus. Merci à Teranga, merci à Ouzino Bis Simple, merci à Papi Junior, merci à Ramani, merci à Didier Marcel, merci à Badara Pape Aliou Diouf, etc. Merci à Mohamed Habib. Voilà, mesdames et messieurs, on vous suit sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, si vous souhaitez revoir les émissions, à aller sur notre page YouTube pour regarder ce qu'on fait chaque semaine pour vous, chers téléspectateurs. Allez, le moment est arrivé de commencer. Cap pour la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon est-il le plan B du PDCI RDA? On regarde une vidéo et puis on revient. En Côte d'Ivoire, la politique s'anime à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Au sein du PDCI RDA, Jean-Louis Billon, un des visages connus du parti, a confirmé sa candidature à la présidentielle. Il dit vouloir représenter le PDCI RDA et appelle à plus de transparence dans le choix du candidat du parti. Je demeure militant du PDCI RDA. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour le PDCI, dans tous les cas, je prends mes responsabilités. Je n'abandonnerai pas mes convictions. Jean-Louis Billon a aussi dénoncé certains problèmes dans le fonctionnement du parti. Il estime que les choses doivent changer pour mieux répondre aux attentes des Ivoiriens. Nous pouvons faire de cette crise une opportunité pour réinventer le PDCI RDA. De retour sur le plateau, Babadem, je me tourne vers vous. Qu'avez-vous à nous dire? Oui, est-ce que Jean-Louis Billon est le plan B du PDCI? En tout cas, ça remet en cause l'unité du PDCI pour plusieurs raisons. Donc, je vais en citer 3. La première, c'est la fracture entre les partisans de Thiam et les soutiens de Billon. Donc, la candidature de Billon comme alternative à Tidjane Thiam, toujours inéligible malgré sa reconduction à la présidence du parti, divise les cadres et militants. Certains attachés à Tidjane Thiam voient dans la démarche de Billon une contestation de l'autorité et des choix du parti, ce qui a déjà conduit à des démissions et à des prises de position publiques divergentes. Deuxièmement, il y a un risque de contestation des procédures internes. Billon réclame l'organisation d'une nouvelle convention pour désigner un candidat éligible, estimant que la situation actuelle place le parti dans une crise de légitimité sans précédent. Cette demande, perçue par certains comme une tentative de forcer la main à la direction, expose le parti à des querelles de procédure et à la remise en cause de ses décisions directives. Et troisièmement, la menace de scission ou de désengagement militant, en affirmant qu'il avancera même sans l'aval du parti. Si nécessaire, Billon laisse planer la possibilité d'une candidature dissidente, ce qui pourrait entraîner un affaiblissement du PDCI à quelques mois d'une élection cruciale. Ce climat de défiance et de rivalité interne risque de démobiliser sans doute une partie de la base militante et de brouiller l'image d'unité
que le parti cherche à projeter. Merci beaucoup Babadem. Moi je vais reprendre les propos de Jean-Louis Billon. Je suis candidat non pas pour moi mais pour le peuple et pour mon parti, le PDCI RDA. Alors forcément il y a une question qui revient très souvent. Pourquoi Jean-Louis Billon jusqu'à présent a refusé de candidater aux différentes conventions afin de valider finalement ses velléités de présidence? C'est vraiment la question qu'on peut se poser dès maintenant, professeur. Mais en effet, la question se pose. De toute façon, dès le moment où il a eu présent à l'esprit l'idée que, quoi qu'il en soit, Tidjane Thiam serait d'abord élu président du PDCI RDA et qu'il serait automatiquement le candidat du PDCI RDA sans les péripéties qui sont arrivées après. À ce moment-là, il s'était senti blessé et il s'est mis au fond de lui-même en retrait du parti. En même temps, il a essayé de régler aussi son problème de nationalité, tout comme Tidjane Thiam. Ce qui a été fait, donc il s'est mis un peu en réserve du parti, en observateur, mais il nourrissait cette ambition justement d'être le candidat entre guillemets légitime du parti. À un certain moment, il a rappelé que lui n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire. Bien sûr, il ne s'en est pas caché. Exactement, et que donc pour lui, la pilule était amère justement de voir Tidjane Thiam. Maintenant que la justice ivoirienne ouvre presque la voie à une autre candidature, mais on n'est pas encore sorti de ce feuilleton du PDCI RDA en Côte d'Ivoire. Alors, effectivement, Billon se sent, pour le moment, le vent en poupe, enfin pousser un peu pour dire, de toute façon, qu'on le veuille ou non, le pouvoir actuel ne va pas nous faire une fleur en ouvrant les listes électorales, en réadmettant Tidjane Thiam. Par conséquent, le PDCI a intérêt justement à 5 mois de l'élection présidentielle à désigner au nom du parti et puis au nom du pays un candidat qui ne représente pas lui-même mais qui est là au service du parti et donc de la Côte d'Ivoire. Lui, il se voudrait ce candidat-là. Il se voudrait ce candidat-là et appelle à une nouvelle convention. Donc beaucoup se posent la question à savoir, mais pourquoi n'a-t-il pas participé notamment à la dernière convention? Vous en pensez quoi, docteur? Oui, alors Aïcha, donc c'est que je trouve un peu surprenant de la part de Billon. D'ailleurs, c'est une remarque qu'on avait déjà faite ici, c'est que pourquoi ne s'est-il pas présenté donc comme challenger face à Thiam, si effectivement il estimait qu'il pourrait que Thiam soit empêché et que lui il puisse être l'alternative? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas? Donc je pense que lui-même, au fond, il doute de alors je ne dirais pas de sa légitimité, mais de sa popularité au sein du PDCI. Et d'ailleurs, beaucoup disaient qu'il allait dans tous les cas partir en indépendant. Moi, j'estime, je ne sais pas s'il a les ressources matérielles et politiques pour arriver donc à un succès. Alors, moi, j'ai envie de dire que Billon aujourd'hui est plus comme un alibi. Et moi, à la place des militants du PDCI, si Tidjane Thiam était réellement empêché, je pense qu'il faudrait qu'il désigne un autre candidat que Billon. Parce que son attitude n'est pas... Voilà. Alors, je prends un commentaire d'un téléspectateur. Monsieur Billon peut créer son parti 2 fois. Il ne se présente pas à la convention. Encore une fois, faire une autre convention, point d'interrogation. Donc, Baba, vous en pensez quoi? Peut-il être le plan B? Pourquoi il ne participe pas aux conventions quand elles ont lieu? Maintenant, il s'autoproclame, entre guillemets, le plan B du PDCI RDA. Je pense que Billon, il est dans ce qu'on appelle le côté arrogant. En sachant que si on regarde bien, si on regarde son parcours, il a fait un parcours de candidat à la présidentielle. 2018, au moment où il y avait Henri Konan Bédié, il avait déjà déclaré sa candidature à la présidentielle de 2020. C'est quand Alassane Ouattara s'était représenté, Henri Konan Bédié lui a dit, écoute, écarte ta candidature, je vais me présenter contre. Donc il a dit oui, comme c'est le père, entre guillemets, le père du parti, j'exécute et j'attends 2025. Et il a dit en 2022 aussi, il a dit qu'il serait candidat pour 2025. Et comme disait le professeur, c'est que la pilule est amère pour lui à partir du moment où on lui amène un Tidjane Thiam et que c'est Tidjane Thiam le candidat
à sa place. Donc forcément, je parlerai de lui, il va penser que c'est les autres qui sont ingrats, parce que quand vous l'écoutez bien, il dit, nous, on n'a jamais abandonné le parti. Depuis 2000, je sais plus. Est-ce que sa frustration ne peut pas être vue comme étant légitime, c'est-à-dire oui, de son côté, oui. Sauf que on peut lui poser la question, mais comment se fait-il que effectivement tu t'es écarté pour le père Henri Konan Bédié, que c'était toi qui étais légitime, etc., par rapport à ton parcours et ce que tu as donné au parti, et comment se fait-il que tu n'as pas la popularité? Et il y en a beaucoup qui le disent. Oui, il n'a, entre guillemets, hein, ce sont les paroles des militants, il dit, lui, il a été là, il est plus légitime dans la longueur que Tidjane Tchap, mais normalement, il doit se poser la question, pourquoi il n'est pas aussi populaire? Parce qu'il n'a pas autant donné dans le parti. Et donc c'est lui. Donc pourtant il dit le contraire, hein. Il dit qu'il est soutenu par de nombreux militants, par de nombreux partis, etc. Et qu'il est légitime pour ramener le PDCI. Dans ce cas, il n'a qu'à faire sa candidature à la convention et il voit de lui-même. Pourquoi il doute? C'est ce qu'il demande. Et pire, oui, pour changer les choses. Et pire, il dit même, et c'est ça que je trouve très décalé, c'est déplaisant même, j'irai même sans mon parti aller chercher la victoire pour le redonner au PDCI. On a un commentaire d'un téléspectateur qui dit « Mais je ne comprends rien, c'est les militants qui choisissent leur leader ou bien c'est le leader lui-même qui s'autoproclame. » Après, effectivement, au vu de la situation, professeur, vous allez peut-être être d'accord avec ce que je vais dire, au vu de la situation, on a un Tidjane Thiam qui est empêché donc, à aller à la présidentielle. Donc c'est normal que M. Billon, c'est presque normal que M. Billon sorte un petit peu de sa cachette et se dise bah, « Tiens, il faut un candidat, un plan B, est-ce que je ne peux pas être ce plan B ?» C'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait légitime hein, qu'il agisse de cette manière-là. Mais l'erreur qu'il commet, c'est de poser comme un ultimatum à son parti, de dire quoi qu'il arrive, si on ne me prend pas comme plan B, je serai malgré tout candidat en dehors du parti. Et comme Dem vient de le rappeler, disant si je gagnais, je ramènerais la victoire au sein du parti. Donc il y a une forme de morgue de sa part et une manière de défier justement le leadership du PDCI-RDA actuel, au fond. Alors qu'il aurait pu, s'il avait été finaux, il aurait pu constituer un ticket dès le départ avec Tidjane Thiam. Comme ça aurait permis, comme dans la situation actuelle, si Tidjane Thiam était invalidé par la commission électorale, par la justice, comme c'est le cas, eh bien, lui, automatiquement, il devenait le candidat du parti. Mais tu ne peux pas te mettre en dehors du parti, disant, quoi qu'il arrive, je serai candidat, et puis maintenant qu'il y a ce problème, justement, du candidat officiel, par rapport à la justice, on ne sait pas si la justice ne va pas finalement revenir en arrière, mais dire, bon, ben maintenant, il faut qu'on réorganise une autre convention pour que je sois le plan B. Et puis, dernier point, il n'y a aucune urgence à décider aujourd'hui, ici et maintenant. De toute façon, le RHDP n'a pas encore tenu sa convention qui va avoir lieu en juin, fin juin, donc il y a encore le temps. Par conséquent, son impatience quand même crée un malaise au sein du parti et ça c'est vraiment regrettable. Et c'est une bonne question. Est-ce que le PDCI-RDA est aujourd'hui encore un parti politique ou au contraire c'est une famille où il y a une guerre ouverte? Parce que chaque semaine, on est sur le plateau de l'Afrique dans tous les États en train de parler du PDCI-RDA. Oui. Donc c'est quoi? C'est encore un parti politique qui en principe devrait parler de son programme, devrait parler de ses militants, de ses objectifs. Mais là, on ne parle que de leadership, qui va être à la tête, qui va. Oui, moi je pense que le PDCI donc, continue d'être un parti. Donc c'est un parti qui est très implanté donc, dans l'ensemble du territoire, donc qui est le parti historique. Ils ont des élus, ils ont des militants. Donc je pense que le seul problème, c'est que pour prendre le leadership, donc on pensait que la question du leadership était réglée avec Tidjane Thiam. Bon, il s'avère que les problèmes judiciaires auxquels le Tidjane Thiam est confronté donnent des ambitions à des personnes qui, alors même si je reconnais, comme dit Baba, que Billon, il s'était déjà lui projeté dans la position du candidat du PDCI pour les élections présidentielles, mais en tout cas tout semble indiquer
qui n'a pas préparé le terrain, qui n'a pas préparé les militants. Donc éventuellement, sinon pourquoi est-ce qu'il aurait même pu proposer d'organiser des espèces de primaires? À partir du moment où il est entériné que le président du parti est toujours le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle, il n'a même pas tenté, comme on l'a dit tout à l'heure, de briguer cette présidence. Donc on ne comprend pas. Donc moi j'estime que le PDCI, en tout cas si Tidjane Thiam a été réellement empêché, encore une fois, le PDCI devrait mettre un mécanisme de désignation d'un candidat qui n'est pas tranché en faveur d'un autre candidat qui n'est pas Billon. Donc, concernant M. Thiam, est-ce qu'on peut parler d'un entêtement qui paralyse finalement la machine PDCI-RDA? Vous en pensez quoi, Babadé? Un entêtement, le fait de maintenir... Exactement. Non, on sait que c'est politique, donc, et c'est pour ça même qu'il n'y a pas trop de tension autour de sa non-candidature, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, ça va être une décision politique et qu'il sera candidat. Donc on voit même pas, comme il disait, on ne voyait pas l'urgence de Billon de venir se mettre en plan B. Je pense que vous allez peut-être dire le contraire, parce que vous considérez, vous l'avez dit plus tôt, comme quoi les autorités ne feront pas marche arrière et que M. Thiam sera toujours empêché? Alors, le problème avec cette situation-là, mais c'est qu'on ne sait pas vraiment véritablement si ce n'est pas simplement pour créer de la tension au sein de ces partis, pas seulement du PDCI-RDA, mais les autres, PPACI et consorts, et puis que le moment venu, la justice remettra tout ce monde-là en jeu. On ne sait pas. Donc il y a une stratégie même exactement, pour un petit peu déstabiliser l'opposition, et effectivement on le voit. Ils ne se préparent plus finalement aux exactement, enjeux du pays, à mobiliser leurs militants. Pour rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne parlent plus de leur programme, de leur projet pour le pays, mais on est focalisé sur simplement la question du leadership. Entre-temps, le RHDP est tranquille, hein. Oui, ça ne parle pas, ça ne bouge pas. Mamadou Touré a essayé, mais en se disant non, on ne commande pas les décisions de justice. Exactement. Ils n'ont aucun intérêt justement à surenchérir là-dessus, ce qui fait que les autres, en se disputant entre eux, mais ils les laissent tranquilles jusqu'au moment du congrès qui va décider qui sera le candidat du RHDP. Donc voilà, on en est un peu à ce niveau-là. Mais si malgré tout, la justice maintenait sa position. On m'a dit tout à l'heure que c'était une question politique, c'est effectivement une question politique. Et que le RHDP maintenait sa position, à ce moment-là, effectivement, moi je suis certain que le PDCI RDA a déjà prévu le mécanisme pour la désignation d'un autre candidat, mais qui ne sera pas, à mon avis, Billon, parce qu'il exacerbe les tensions et puis voilà, il crispe le parti. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, au vu de la situation, que le PDCI-RDA est le véritable concurrent du RHDP? Parce que malheureusement, on sent quand même une base militante un petit peu désengagée, qui ne sait plus où donner de la tête. Il faut dire la vérité, parce que malheureusement, au sein du PDCI-RDA, il y a des difficultés. Ouais, je ne sais pas si les militants sont découragés, je ne pense pas. Je pense qu'il y a la dynamique est là. Autrement, quand Valérie Apo a posé cette question de principe sur la candidature de Tidjane Thiam, il n'y aurait pas eu tous ces remous, etc. Non, le parti est vif, il est encore vivant, mais qui traverse évidemment des turbulences au niveau... Vous pensez que pour vous, il n'y aura aucun impact concernant les militants? Ça a forcément un impact. Personnellement, je ne pense pas. Vous pensez que ça va renforcer au contraire? Pour moi, ça renforce même la candidature. En tout cas, Tidjane Thiam pour moi. C'est ça, voilà, oui. Okay, là, on est tout à fait d'accord. Mais ça reste aussi le seul parti structuré, on l'a dit tout à l'heure, parti historique de Côte d'Ivoire en face du RHDP. Et finalement, tout à l'heure, vous parliez d'une stratégie de la part du RHDP, de la part des autorités, de la part de ça, exactement. Qui on veut, pour un peu déstabiliser la concurrence, entre guillemets, les opposants. Donc finalement, l'objectif, c'est quoi? C'est un petit peu de toucher un peu aux militants, de dire, bon, vas-y, rejoignez-nous, nous, on est organisés, il n'y a pas cette guerre interne. Donc finalement, c'est quoi alors le scénario? Oui,
Moi, je pense qu'on avait reproché justement à Tidjane Thiam de ne pas être assez combatif. C'est ça. Depuis, il a pris un petit peu du poids de la bête, il s'est montré beaucoup plus combatif, et d'ailleurs, on l'avait dit la dernière fois, y compris Gbagbo se met dans la position de pouvoir peut-être faire quelque chose avec le PDCI, éventuellement pour qu'il y ait une alternance politique. Je pense qu'au contraire, pour revenir à ta question, les militants, ça va plus les galvaniser de voir que leur candidat, Tidjane Thiam, qui a toutes les ressources personnelles, matérielles, politiques pour arriver à ses fins, donc ne puisse pas être écarté, en tout cas pas vis-à-vis de quelqu'un comme Billon. Donc bien au contraire, je pense que le RHDP, peut-être qu'on l'a dit aussi, peut-être le fait d'avoir peut-être mis en avant, on avait dit Patrick Hachi, qui connaît aussi le PDCI, qui a ses réseaux dans le PDCI, oui. et peut-être aussi une anticipation de cette tentative de déstabiliser un petit peu le PDCI pour l'affaiblir, pour que éventuellement le RHDP puisse avoir moins de difficultés à gagner l'élection. D'accord. Alors, pour finir, selon vous, qui sera le candidat du PDCI RDA? Et oui, on lance les dés ici sur le plateau. Oui, mais ça, c'est une colle. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est Tidjane Thiam. Qui ira aux élections, en 2025. En 2025. Voilà. Je peux me tromper. Hein. Oui. Ça veut dire qu'il y aura un retournement de situation, qu'on va valider finalement sa candidature. Oui, pareil pour moi aussi. Ça va être une décision politique pour apaiser les choses. Donc il sera candidat. D'ailleurs, le président Alassane Ouattara avait parlé, a insisté tout dernièrement, comme quoi il souhaitait des élections apaisées. Oui, après quand il dit ça, j'espère juste qu'il ne s'adresse pas à ces forces de l'ordre en disant eux ils vont maîtriser la paix. En tout cas, il a dit. Ouais. Donc pour vous aussi, monsieur Thiam, et vous? Oui, pour moi, en fait, le fait qu'il ne soit pas seul dans la position d'être empêché, donc ça quand même, ça donne de l'espoir au fait que la pression de Gbagbo, la pression des autres puisse aussi être en sa faveur et d'être finalement le candidat. Moi, je pense que politiquement, ça va se régler et qu'il pourra être candidat et il sera candidat. D'accord. Eh bien voilà, les paris sont lancés, mesdames et messieurs. Nous sommes dans l'émission L'Afrique dans tous ses états et on continue avec le deuxième sujet, destination, eh bien la RDC. Kabila face à Tshisekedi, un choc inévitable aux conséquences très graves. On regarde une vidéo et puis on revient. Joseph Kabila est arrivé à Goma dimanche dans la soirée. C'est ce qu'a affirmé Corneille Nangaa, le chef de la FCM 23, sur ses réseaux sociaux. Il affirme que l'ancien président, je cite, a fait un bon choix plutôt que de rester en exil forcé. Alors l'entourage de Joseph Kabila confirme également que l'ancien président est passé par Kigali puis Gisenyi pour rejoindre Goma. Son programme n'a pas encore été précisé, mais son entourage affirme que Joseph Kabila compte rencontrer des membres de la FCM 23, des personnalités politiques et de la société civile. Alors dans son dernier discours, Joseph Kabila a affirmé vouloir, je cite, participer à la recherche de la solution à la crise que traverse la RDC. Il a dénoncé la dictature du gouvernement de Kinshasa. Les récentes prises de parole de l'ancien président ont agacé les autorités ici à Kinshasa qui l'accusent de trahison et de complicité avec la FCM 23. De retour sur le plateau, professeur, on vous donne la parole. Oui, Aïssa, donc annoncé depuis plusieurs semaines, Joseph Kabila est finalement de retour après un peu plus d'un an d'exil en Afrique du Sud, donc à Goma. Malgré les menaces et les accusations de l'arrêter, donc de la part du gouvernement congolais de l'arrêter et de le juger pour crime de guerre. Donc nous allons analyser ce retour donc en 3 temps. Alors dans un premier temps, donc on peut analyser ce retour qui était déjà annoncé et fort médiatisé comme une occasion ou un tremplin pour Joseph Kabila de rentrer à nouveau dans le jeu politique congolais. Et deuxièmement, dans un deuxième temps, on verra que le gouvernement Tshisekedi a tout fait pour empêcher ce retour parce que non seulement il est perçu comme un concurrent politique, mais on verra que finalement ce n'est pas d'une concurrence politique qu'il s'agit, hein, puisqu'en fait dans un troisième temps, on verra que ce combat, il ne va plus tellement se situer sur le terrain politique, mais au contraire, il risque d'être une confrontation personnelle, hein, qui justement fait craindre les risques, en tout cas d'une prise de pouvoir par la force de la part de Kabila.
Alors, donc, pour revenir un petit peu, pourquoi on dit que ce retour annoncé est un tremplin pour Kabila. Bon, voilà, comme il a dit, il a reconnu lui-même, il y a eu un pacte qui le liait donc, au pouvoir congolais. Il devait être tenu au silence. Il a rompu cette réserve, on se rappelle, début le mois de février, lors de sa déclaration. Ensuite, depuis, donc, il analyse, enfin pour lui, la situation sécuritaire du Congo n'est que la conséquence de la mauvaise gouvernance de Tshisekedi. Donc on s'est dit, bon, peut-être est-ce qu'il se repositionne en projection de la future élection présidentielle pour justement décrédibiliser ce candidat. Mais aujourd'hui, il va beaucoup plus loin, puisqu'il estime que lui, il vient en tant que sauveur du Congo et donc est sauveur de la démocratie et des droits de l'homme. Et finalement, le gouvernement congolais, face justement à cette menace, a pris un certain nombre de mesures, notamment le 19 avril, on se rappelle, on a suspendu les activités de son parti, le PRD. Ensuite, des poursuites judiciaires ont été engagées contre lui, donc notamment pour sa participation, en tout cas qui est considérée comme directe au M23, avec l'objectif de saisir ses biens, etc. etc. Ensuite, son immunité parlementaire de sénateur a été levée et le Sénat a autorisé la haute cour militaire donc, à le poursuivre pour trahison. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il sait très bien que légalement, il y a toutes les possibilités qu'il soit arrêté par le pouvoir en place. Alors, et c'est pour ça qu'il a décidé, lui, de prendre l'offensive et de se mettre dans une position donc de force vis-à-vis du pouvoir congolais, de Tshisekedi. Et d'ailleurs, dans l'allocution de 45 minutes qui a été diffusée il y a quelques jours, donc le 23 mai, donc il y a plusieurs propos qu'il a tenus qui atteste de sa volonté non seulement de se positionner, comme on l'a dit, comme sauveur, comme homme providentiel, mais surtout, il a, dans ses propos, préparé un petit peu les esprits à accepter son retour au pouvoir, y compris par la force. Alors, pourquoi on dit que, donc, pour nous, c'est le retour de tous les dangers pour le Congo, à moins que la pression qu'il exerce sur le pouvoir de Kinshasa pousse ce pouvoir à lui laisser la place, ou à moins qu'il y ait une partition du Congo, puisque le M23 l'a déclaré, les portes de Goma sont grandes ouvertes pour accueillir, outre l'ancien président, tous ceux qui veulent exercer leurs activités politiques dans un esprit républicain. Alors. Merci beaucoup, docteur Camara. Effectivement, beaucoup de choses se passent donc en République démocratique du Congo. Et forcément, il y a une question qui revient très souvent, à savoir comment se fait-il que Joseph Kabila, après 18 ans au pouvoir, après plusieurs années hors du pays et notamment un silence depuis plusieurs années, eh bien, décide de revenir en RDC et de jouer un rôle important en RDC en se confrontant directement au président de la République. Comment on peut expliquer cela, professeur ? Ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Je pense que la précipitation de sa sortie du 23 mai est liée au fait de la levée de son immunité parlementaire, mais il s'y attendait, tout comme, j'allais dire, ces âmes damnées qui ont composé l'allocution qu'il a prononcée ce 23 mai. Et quand on revient d'ailleurs même sur le plan de la forme, il y a quelque chose d'étonnant. Un ancien président qui prend solennellement la parole en public, qui met le drapeau de son pays comme s'il était encore au pouvoir. Il y a là une faute politique incroyable de la part d'un ancien président de la République. Et deux, on a l'impression que dans la charge contre le pouvoir de Kinshasa, qu'il vit dans un monde alternatif au fond. Tout ce qu'il a dit, c'est enfin le déni total de la réalité de ce qu'il a laissé en RD Congo. Et d'ailleurs, on pouvait tout simplement le prendre au mot, le premier mot qu'il dit, il y a un deal qui existe, un accord qui a été signé avec nous, avec moi, Tshisekedi et moi, en 2019, donc ça veut dire qu'il a dévoyé la démocratie de RD Congo, c'est un acte de trahison qui pourrait le mener devant justement la cour. Ceux qui lui ont composé ce discours ont oublié totalement cela.
Et tout le monde savait que c'est Fayulu qui avait gagné l'élection présidentielle, mais ils se sont arrangés pour justement se passer le pouvoir entre eux. Ça, c'est deux. Les morts pendant le régime de Kabila, enfin, Floribert Chebeya, Bazana, des droits de l'homme à Kinshasa, assassinés, des prêtres, des jeunes journalistes tués, arrêtés, des politiciens emprisonnés, d'autres en exil. On s'est dit, mais ce n'est pas possible, comment il peut raconter ce qu'il est en train de raconter là. Troisième point, il corrobore ce que Tshisekedi a dit depuis un moment, que l'AFCM 23, c'est Kabila. Tous ceux qui sont là-bas, ce ne sont que des paltoquets, mais le véritable responsable, c'est Kabila. Et donc, en allant à Goma, en passant par Kigali, il confirme justement ce que Tshisekedi n'a cessé de dire et que les services de sécurité, au fond, qui a poussé au fait que de la levée de son immunité. Et donc la question de savoir pourquoi il sort maintenant du bois, c'est qu'il a constaté effectivement qu'il y a tout un processus qui est mis en place pour arriver à la paix. Qu'on essaie tous les processus qui sont en cours aujourd'hui pour stabiliser l'Est. Et d'ailleurs, ce qui a fait que le M23 FC se sont arrêtés uniquement à Goma et à Bukavu, n'ont pas poussé loin leur offensive. Et que Kagame lui-même a fini par comprendre qu'il faut qu'il lâche ces gens-là parce que il est dans la tourmente lui-même. Donc on en est là. Babadem, je vous pose à peu près la même question. Pourquoi ce retour? Quel rôle veut-il jouer, donc Joseph Kabila, et quel rôle peut-il jouer en RDC? Pour moi, c'est comme ce que le professeur disait dans sa chronique. Il veut jouer le rôle de sauveur qu'il n'est pas. Et il faut voir le timing, parce que je pense, donc dans sa situation, il pense que au moment où il y avait les offensives, c'était à ce moment-là, s'il s'était vraiment, il pensait qu'on allait le rappeler pour qu'il mène ses offensives jusqu'à, et ça aurait été entre guillemets pas légitime, mais il aurait eu ce poids d'aller jusqu'à Kinshasa. Mais quand il a vu qu'effectivement il y a tout ce processus, parce que lui il attendait dans son salon qu'on l'appelle, qu'on dit venez, sauf qu'on l'a pas appelé. Et là où ça lui a échappé, c'est tout ce processus de négociation de paix qui va de Doha aux États-Unis, qui va aussi au niveau sous-régional et même au niveau intérieur avec les pasteurs, l'Église catholique et tout ça. Et on ne l'appelle pas lui. On l'oublie carrément. Et donc là, c'est comme à contre-courant pour moi. C'est carrément, il s'est dit, c'est à contre-courant, il n'est pas dans le bon timing et il essaye dans le désespoir, de se Vous l'avez dit, il veut jouer le rôle de sauveur parce que oui, la RDC est un pays qu'il faut sauver, ça personne ne va dire le contraire. Est-ce que M. Kabila a pointé du doigt les nombreuses défaillances de Kinshasa? Est-ce que cela peut légitimer, entre guillemets, son retour? Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui applaudissent quand même M. Kabila en disant que oui, on attend ce sauveur-là, il a besoin d'être là. Et en plus, stratégiquement ou pas, il passe par Goma en disant que bon, voilà, il est un peu ce médiateur qui parle un peu à tout le monde et qui peut réconcilier la RDC. Vous en pensez quoi? Oui, en fait, le fait de se positionner comme un sauveur, parce que bon, et d'ailleurs ses partisans disent, non seulement lui-même, il est un ancien militaire, et puis il a dirigé le pays pendant un certain temps, il connaît tous les acteurs politiques, il connaît les acteurs de la région, etc. Bon, ça peut justement légitimer sa participation donc à un processus de stabilisation du Congo, ça c'est certes. Mais se dire que je suis le seul, parce qu'on a vu Tshisekedi confronté à la situation dans laquelle il se trouve, à appeler à l'Union nationale. Et c'est vrai que beaucoup d'autres hommes politiques ou de partis n'ont pas voulu aller dans cette logique parce qu'ils estiment que c'est vrai qu'on a des vrais problèmes de gouvernance au Congo. Ça, personne ne peut le nier. Mais maintenant, estimer que tous ces problèmes de gouvernance seraient à l'origine de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est quand même un petit peu, on va dire, non pas déculpabiliser le M23 ou même le soutien rwandais. D'ailleurs, on l'a dit, Kabila, d'ailleurs, on l'a dit dans son discours là, il a quasiment rien dit par rapport au Rwanda. Et le fait d'être passé par Kigali me prouve bien
qu'il s'agit d'un projet peut-être nourri depuis quelque temps de revenir au pouvoir au Congo, y compris en n'attendant pas les échéances électorales. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très regrettable et très dommage pour le Congo. Moi, j'ajouterais une chose. Le temps du messianisme en Afrique politique est passé depuis très longtemps et qu'il se trompe d'époque, il se fourvoie. J'ai l'impression qu'il vit dans une réalité parallèle, qu'il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et au fond, en allant rencontrer tous ces gens-là à l'est de la RD Congo et en faisant de Goma son fief, il ne se rend pas compte justement qu'il est en train de participer à cette entreprise de déstabilisation de la RD Congo, mais qu'il y a des médiations régionales, tu l'as très bien rappelé, internationales qui existent pour stabiliser et qu'on est en train d'aller vers cette stabilité-là. Ensuite, au niveau interne, il y a cette initiative justement de l'Église catholique et puis de l'Église du Christ au Congo, donc l'Église protestante, qui doit rendre son rapport à Tshisekedi dans peu, pour que finalement Tshisekedi décide de ce qu'il va en faire. Et que donc, déjà en interne, il y avait cette idée de dialogue avec tout le monde, pour essayer de mettre sur la table tout ce qui ne va pas et puis pour en sortir. Et donc là, lui, il vient avec ses partisans, il pense qu'il peut revenir dans le jeu, c'est ce qu'il est en train de faire exactement à Goma, et qu'il va devenir incontournable. Sauf qu'il se fourvoie parce que l'épée de Damoclès de la justice est sur sa tête. Exactement, en parlant de ça, déjà premier point, sur quoi les autorités congolaises se basent-elles pour affirmer aujourd'hui, c'est clairement affirmé, que Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila, est derrière le M23 et l'AFC. Et donc, aux commandes de la déstabilisation de l'Est du Congo, comment peut-il affirmer cela aussi clairement et finalement enlever son immunité parlementaire ? En fait, ce qu'il a fait là, en réalité, c'est une manière de défi, on l'a dit ici, c'est-à-dire, puisque vous m'avez cherché, vous me verrez. Il a même utilisé le sacrifice suprême. Je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. Sauf que ces ânes battés, ces âmes damnées sont revenus dire, justement, non, il ne dispose pas d'une armée, il n'a aucun pouvoir, il veut simplement participer aux négociations pour stabiliser l'Est de la RD Congo. Donc, il y a un début de rétropédalage quand même de ces lieutenants. Parce que lui-même, il s'est rendu... D'ailleurs, ça, on ne l'a peut-être pas dit, même les gens du M23 et AFC étaient étonnés, au fond, quand, de son discours, et quand il est arrivé. Enfin, ils se sont posé la question, mais bon, qu'est-ce qu'il vient faire? Puisque nous sommes sur le terrain, c'est nous qui... mais qu'est-ce qu'il vient faire? Donc, je réitère ma question, sur quoi se basent les autorités pour dire... Alors, maintenant, pour en revenir à votre question. Et au fond, ce que Tshisekedi a dit depuis... Alors, je ne sais pas, les informations qu'il recevait, c'était que... et c'est ça qui a poussé justement à appeler à la levée de son immunité de parlementaire de Kabila, c'est de dire qu'il est en communication permanente avec Nanga, avec ces gens du M23, et il est au courant de tout ce qui se passe à l'Est, et il les soutient. On ne l'a même pas entendu à un moment dire, bon, ça suffit maintenant, il faut que ces gens arrêtent, puisque moi j'avais stoppé cette histoire-là, et puis il est temps qu'on se retrouve autour de la table. Il ne l'a jamais dit. Dans sa première sortie officielle au mois de mars, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a été voir tous les chefs d'État, il leur a dit, bon, on va se revoir bientôt. Ça, ce sont des signes qu'il lançait comme ça. À Kinshasa, on l'a interprété en se disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce qui est le point le plus flagrant, le plus prégnant, c'est le fait même qu'il ait dit, dans son intervention, nous avions signé ce deal-là, ça n'a pas été respecté,
Donc maintenant, je reviens pour faire respecter le deal, au fond, et je vais l'exposer le moment venu. Voilà. Levée d'immunité de Joseph Kabila, que peut-il se passer? Que va-t-il se passer pour lui? Finalement, on lui coupe l'herbe sous le pied, il ne pourra plus finalement jouer ce rôle de modérateur, de sauveur. Moi, je pense que le fait qu'il soit en Goma, donc il se sent protégé, parce que justement, et ça prouve aussi qu'il est, à défaut d'être le mentor ou le parrain du M23, il est très lié à eux. Ou pas. Parce que, Ou pas, voilà, c'est-à-dire que C'est ça. où joue le rôle de modérateur Oui, et il oui. peut discuter avec l'ennemi, entre guillemets. Voilà, parce que justement, je pense qu'il se sent en sécurité à Goma. D'ailleurs, il dit que même s'il part ailleurs, il va revenir à Goma parce que c'est chez lui, il a une résidence, etc. Donc, tant qu'il est à Goma et tant que le M23 est dans une position, en tout cas, de résister face aux forces gouvernementales, il ne se sent pas menacé. Mais si la situation devait se retourner, donc je pense qu'il est réellement sous la menace d'être arrêté ou en tout cas de s'enfuir à nouveau. D'être arrêté, de pouvoir expliquer, donner les preuves que finalement il n'est pas derrière le M23. Non, après, ça peut être aussi une monnaie d'échange. Le M23 le récupère et Exactement. Pour les bonnes pour les bons équilibres, on le met. Donc c'est dommage pour lui. Mais et après, il faut se rappeler aussi qu'à l'époque où il était, pour revenir à la question précédente, c'est que les autorités, ou Tshisekedi lui-même, ils ont les renseignements. Donc je pense qu'il y a eu entre-temps des écoutes. Il y a eu aussi le rôle trouble quand il a fait sa déclaration en Afrique du Sud. C'est ça. Alors qu'on voyait bien l'Afrique du Sud contre Kagame et que lui, il est venu, on ne sait même pas pourquoi. Il est intervenu un peu pour faire... Donc il y a eu tout ça. Voilà, demander le départ, de la force et tout ça. Donc ça. à mon avis, je pense qu'il devait préparer quelque chose. Ils le savent et c'est pas pour rien que Tshisekedi même, et même au niveau de timing, quand Tshisekedi a dit, parce que pour Tshisekedi c'était Kagame, c'est ça, c'était le Rwanda. Et un bon jour on entend parler de Kabila, c'est Kabila. Donc on s'est posé la question, mais pourquoi il ne s'est pas limité à Kagame? Donc ils ont des renseignements, ils savent ce qui se passe derrière. Donc, voilà. Très bien. Et pour terminer, ce face-à-face peut-il faire basculer la RDC dans une... dimension encore plus grave qu'elle ne l'est déjà? Bon, alors moi, avant notre invité, je voudrais dire que c'est vrai que si la RDC était dans la situation qu'on avait connue à l'époque de Mobutu, qui a fini par s'enfuir et laisser le pouvoir au père Kabila, j'aurais dit oui, il y a des chances qu'aujourd'hui la situation au Congo s'embrase et que le pouvoir de Kinshasa soit contraint de s'enfuir. Alors même si on a vu que le projet initial du M23, c'est de dire on est capable d'aller jusqu'à Kinshasa. Est-ce que c'est ce projet-là qui va concrétiser, qui va arriver avec le M23 jusqu'à Kinshasa? En tout cas, on ne le souhaite pas. Et c'est ce qui fait peur à Kinshasa avec cette exactement. unité, etc. Ben, on ne le souhaite pas pour les populations congolaises qui ont déjà payé un lourd tribut à tout ça. Donc j'espère que le pouvoir congolais pourra, soit par le biais de la négociation, soit d'une façon dissuasive, empêcher Kabila d'aller au bout de son projet. Si c'est son projet. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, mais la réalité est que le seul moment où le pouvoir de Kinshasa a tremblé, c'est quand le M23 a pris Bukavu. Disons, ils arrivent, ils prennent Bukavu. Si on suit la logique, normalement, ils prennent Uvira et puis ils arrivent au Katanga. Bien. De l'autre côté, c'était fermé du côté de Walikale, donc du côté du nord vers Kisangani. C'est le seul moment où ce pouvoir a tremblé. Et puis tout d'un coup, les négociations sont venues stopper justement l'avancée. Bien sûr. Voilà. Ce qui fait effectivement qu'aujourd'hui, le M23 n'a plus la capacité d'aller au-delà de Goma et de Bukavu. Donc il n'y a pas de crainte à avoir pour Kinshasa. Et puis Kagame a cessé justement son aide envers le M23. C'est-à-dire que c'est lui qui a armé le M23. Bon, après, on est encore sur des suppositions, etc. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que il a été placé devant ses responsabilités, Kagame. Par les États-Unis, par l'Union africaine, par tout le monde, il a fini par comprendre que ce n'est pas dans son intérêt de poursuivre. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui sauve Tshisekedi à Kinshasa. Et puis,
toutes ces négociations économiques avec les États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment son assurance vie que le pouvoir reste. Mais ça n'enlève pas la question du dialogue national intercongolais pour régler le problème. Après, il faut se rappeler que Kabila était sur le théâtre des opérations quand il y a eu la conquête du pouvoir de son père. Oui, tout à Donc fait. lui, il connaissait le chemin. Je veux dire, à ces débuts-là, Kabila pouvait être... mais là, on voit que ça ne tient Absolument. ça ne va plus dans ce... Donc, affaire à suivre et forcément sur ce plateau, on ne peut que terminer en parlant d'abord des Congolais, parce qu'encore une fois, ce sont eux les grandes victimes. Après, il y a des ambitions personnelles, il y a des velléités, etc., etc. Mais encore une fois, je pense que le peuple congolais a assez souffert, donc il faudrait que chacun se raisonne et se dise on va trouver une solution commune pour finalement faciliter le retour à la paix tant rêvé, tant souhaité. Voilà, mesdames et messieurs, on continue avec le troisième sujet et dernier sujet, AES-CEDEAO. Peut-on parler d'une réconciliation peut-être? Allez, on regarde une vidéo et puis on revient. Le premier round des négociations entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a débuté ce jeudi 22 mai à Bamako. Cette première rencontre qui réunit côté AES, leur Excellence Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et de Burkinabé de l'extérieur, Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens de l'extérieur, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, le docteur Oumarou Aliou Touré et sa délégation. Témoin d'une volonté commune d'ouvrir un espace de dialogue franc et responsable entre les deux parties, sans intermédiaire ni ingérence extérieure. La présente réunion de Bamako reposera sur deux piliers essentiels. Finaliser toutes les modalités de retrait des trois pays de la CEDEAO et envisager ensemble un avenir commun dans le même espace. De retour sur le plateau, on continue avec vous, docteur Camara. Alors, un réchauffement, semble-t-il. Oui, Aïssa, donc on a vu tout récemment donc, à Bamako lors de négociations entre la CEDEAO et les pays de l'AES. En tout cas, ces négociations se déroulaient dans un climat apaisé, de fraternité même, on peut dire. Donc on a décidé justement d'analyser, compte tenu des tensions et des crispations qu'il y avait eu il y a quelques mois encore, lors de la sortie définitive de ces pays. Donc on a décidé d'analyser cette situation-là en trois temps. Premièrement, donc, essayer de comprendre quels sont les changements politiques qui sont intervenus dans certains pays de la CEDEAO et qui peuvent participer donc à ce retour, on va dire, de la confiance, et surtout de la part de l'AES, quels sont les éléments qui permettent justement, qui ont un petit peu motivé les pays membres de l'AES à aller aussi dans cette dynamique de négociation. Et enfin, on verra que face au risque d'éclatement, mais la CEDEAO a sûrement intérêt donc à mettre de l'eau dans son vin et aller vers une approche beaucoup plus moins ferme, on va dire. Alors, donc, les changements politiques qui seraient intervenus dans certains pays de la CEDEAO, bon, on peut rappeler le retour de Dramani Mahama au pouvoir au Ghana, qui avait pris l'initiative, on avait vu dès le mois de mars, en se rendant dans les différentes capitales des pays de l'AES pour essayer de parler avec les pays. Ensuite, on a vu la victoire du PASTEF au Sénégal, donc avec ces dirigeants qui avaient pour la plupart des liens avec les dirigeants de l'AES, Sonko et avec sa visite récente justement au Burkina Faso atteste bien de ces bonnes relations. Il y avait aussi le fait que déjà, même lors de négociations de sortie, en tout cas, qui devait entériner la sortie de ces pays, il y avait un camp qui était celui du Ghana, du Togo, on va dire un petit peu du Sénégal, qui était un petit peu en désaccord avec la fermeté donc de l'autre camp, qui était le camp Nigeria-Côte d'Ivoire notamment. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est ce camp-là qui était beaucoup plus pour la douceur et pour une méthode beaucoup moins dure qui l'aurait emporté. Ensuite, on reconnaît que l'AES voulait aussi être reconnue en tant qu'entité, et aujourd'hui la CEDEAO a fait le pas en envoyant un émissaire pour rencontrer ces pays au nom de l'entité AES, alors qu'ils voulaient au début que ce soit des accords, des négociations bilatérales.
Alors, ensuite, on voit que de la part des pays de l'AES, il y a aussi une volonté pour eux d'exister, d'avoir un rayonnement diplomatique. Hein, on en a parlé lors de la rencontre entre la Russie et les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES. La Russie s'était même proposée comme facilitateur pour que l'AES puisse coexister dans la région avec la CEDEAO et qu'elle puisse intervenir pour faciliter les liens. Donc, est-ce que ça a eu un certain impact? Ensuite, mais on voit qu'il y a il y a une volonté de tisser des bonnes relations bilatérales entre les pays de l'AES et le Togo ou le Ghana, parce que ces pays peuvent permettre aux pays de l'AES de faciliter les échanges internationaux en utilisant leurs ports. Et finalement, voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, pour conclure, Aïcha, que face au risque d'éclatement de la CEDEAO et même la volonté de certains pays comme le Togo qui seraient même prêts à rejoindre l'AES, donc la CEDEAO a tout intérêt à venir de manière un peu plus apaisée, un peu plus fraternelle. Et ce qui est bien dans ces négociations, les parties sont d'accord que c'est au nom des intérêts des populations qu'il faudrait qu'ils s'entendent, etc. Tout à fait. Je me retourne vers vous, professeur. Peut-on dire que la CEDEAO a enfin digéré le départ des pays de l'AES? Quand on reprend donc les propos tenus par le président de la commission CEDEAO, donc M. Touré, on a l'impression que finalement, oui, ils ont digéré et au contraire, ils sont pour une collaboration, une coopération fraternelle même. Alors, ce que je dirais, c'est ceci. C'est encore mi-figue, mi-raisin. Pour vous, c'est une façade pour l'instant? Je pense. D'accord. Parce que il y a quelques jours, la CEDEAO a fêté ses 50 ans. Exactement. Des invitations avaient été adressées à tous les chefs d'État de la CEDEAO telle qu'elle était avant la sortie de l'AES, même les membres de l'AES, les dirigeants. Ils n'ont pas daigné s'y rendre. Donc ça signifie que les tensions existent encore. Et c'est vrai qu'il y a des velléités de certains États de la CEDEAO de prendre en considération l'existence de l'AES. Disons que la CEDEAO a entériné le fait que l'AES, les 3 pays ont quitté la CEDEAO. Ils ont entériné le fait de l'existence de l'AES. Et la majorité de ces pays de la CEDEAO poussent justement pour qu'on aille dans cette logique jusqu'au bout. C'est-à-dire, tous les accords qui permettaient, qui facilitaient la circulation des biens, des personnes, les accords douaniers, etc., qu'on aille jusqu'au bout de cette logique-là pour que, justement, chacun en tire les conséquences. Le seul point où ils sont tous d'accord, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, les peuples. Les peuples, parce que, exactement, ce sont les mêmes peuples et qui souffrent justement de ce que les politiques font toujours au détriment des intérêts justement de ces peuples-là. Qui ont non seulement des liens historiques, des liens de famille, des liens de sang, mais des liens économiques, puisque c'est le même espace. Et puis de part et d'autre de frontières, ce sont presque les mêmes populations, et donc ils ont toujours vécu ensemble. Exactement. Les commerçants aussi souffrent beaucoup de ça. Exactement. Donc à clarifier en tout cas la situation. Donc juste pour revenir sur ce que vous avez commencé à dire concernant le communiqué commun AE-CEDEAO qui a été mis en place, donc il y a à peu près 6 accords qui ont été communiqués, à savoir accord pour ouvrir les négociations donc officielles, maintien de la libre circulation des personnes et des biens, engagement pour une coopération sécuritaire contre le terrorisme, ça on va en parler, dialogue mené dans un esprit de fraternité et de responsabilité, poursuite des consultations à venir sur plusieurs dossiers, rapide tour de table. Voilà, en gros, ils ont décidé au moins sur cette base-là de pouvoir continuer donc les négociations avec la CEDEAO. Et je vais prendre les propos tenus par monsieur Omar Ayou Touré qui dit « Même sans les frères qui ont quitté notre organisation, la CEDEAO a la compréhension de la nécessité de continuer ensemble en tant que membres de la famille ouest-africaine. » Baba, vous en pensez quoi? En tout cas, il le dit, en tant que membre de la famille ouest-africaine. Il ne dit pas en tant que membre de la famille CEDEAO. Donc, ils ont compris? Non, ils ont compris. Et d'ailleurs, c'est le Touré. Parce que il y a un symbole, c'est qu'ils se sont déplacés à Bamako. C'est pas fait dans une capitale comme au Togo ou au Bénin, mais ils se sont déplacés à Bamako carrément. Et c'est ce même Touré qui, un an auparavant, qui était beaucoup plus vindicatif, beaucoup plus dans les menaces,
En tout cas, c'est lui vraiment qui a compris, parce que c'était lui le plus menaçant. On se souvient de l'époque quand il disait que l'AES devait quitter, donc attention, vous allez avoir ça, ça et ça. Donc il n'y avait que des choses négatives. Donc là, ils ont compris, mais au-delà de ça, je pense qu'on est en train de... On peut aussi rajouter que Alassane Ouattara, pour moi c'était Alassane Ouattara le problème, a reçu, et il y a eu la photo symbolique avec le premier ministre du Niger. Du Niger, tout à fait. Il va recevoir, Ousmane Sonko. Donc, en sachant que Ousmane Sonko était au Burkina il n'y a pas si longtemps que ça, donc il ne reste plus que si Alassane Ouattara rencontre Ibrahim Traoré pour entériner un nouvel espace, une nouvelle façon de voir les choses. Et Assimi Goïta ou Monsieur en tout cas, ça serait beaucoup plus symbolique avec Ibrahim Traoré. Où il y a eu pas mal de présentations. N'est-ce pas? Et pour moi, la CEDEAO, ça montre que la CEDEAO de l'époque, la CEDEAO en tant tel qu'on connaît est finie, entre guillemets on peut dire dissoute, et on peut partir sur une nouvelle... On va dire que 50 ans c'est l'âge de la maturité, entre guillemets. Absolument. Je vous passe les réflexions. On va parler rapidement de la coopération sécuritaire annoncée. Est-elle crédible ou purement symbolique? Parce que finalement, c'est un des points qui a été difficile entre les deux parties. Est-ce que c'est symbolique ou c'est crédible? Il y a une véritable volonté de part et d'autre de travailler ensemble. Enfin, elle est au-delà de la crédibilité, elle est même indispensable. Parce que elle devrait être indispensable, voilà, parce que beaucoup de pays sont confrontés donc, au même problème, le terrorisme. On voit aujourd'hui le Bénin, donc le Nigeria. Hein. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est pour ça que la question elle est posée, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui et elle était indispensable déjà depuis très longtemps. Il existe déjà une coopération sécuritaire entre les pays côtiers, donc pour éviter justement, pour lutter contre le terrorisme. Donc l'idée, ça serait que ces négociations puissent aboutir, par exemple, à défaut d'une intégration entre les forces de l'AES et les forces de la CEDEAO, mais qu'il y ait une coopération beaucoup plus étroite sur le plan sécuritaire entre ces deux entités, puisque les pays de l'AES ont mis en place un mécanisme qui permet justement de lutter collectivement contre le terrorisme. Pourquoi pas ne pas se mettre avec la CEDEAO donc dans un mécanisme justement qui permet de lutter collectivement, puisque tout le monde est aujourd'hui conscient que c'est ce problème sécuritaire qui aurait légitimé, bien sûr, et que ce problème sécuritaire impacte tous les pays, peu importe où ils se trouvent, que ce soit dans la bande du Sahel ou exactement. en dehors. Comme disait Baba, je pense qu'il y a une nouvelle CEDEAO qui est en train de se dessiner, non seulement parce qu'il y a des nouveaux chefs d'État qui sont arrivés, qui ont un autre niveau de conscience des problèmes de la CEDEAO, et aujourd'hui tout le monde est d'accord que le problème auquel on est confronté, au-delà de la question de la gouvernance politique, etc., c'est la question de la sécurité. Exactement, la question de la sécurité. Il est important que ces deux entités puissent travailler ensemble, et en tout cas ça fait partie de l'agenda et des premières négociations entre ces deux organisations. On continue, et pour finir, je vais vous poser la question. Alors quels sont les enjeux communs, clairement, qui a fait que la CEDEAO et les pays de l'AES ont décidé de s'asseoir en tant que frères et de négocier simplement dans la bonne humeur, dans la joie, si je peux me permettre, ici sur le plateau, mais de négocier pour les peuples? Quels sont les principaux enjeux, pour terminer et pour dire cela à nos téléspectateurs, que finalement il y a la guerre, mais après la guerre il y a la paix, entre guillemets? Pour moi, le premier enjeu, c'est le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, et le fait aussi de voir Embalo, qui était vraiment une personnalité ancrée CEDEAO, qui remet en cause la CEDEAO, et le voyage de Ousmane Sonko en disant que nous, le Sénégal, nous allons soutenir votre lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il y a eu un déclic à ce niveau-là et que ça s'est fait juste après. Alors, moi j'ajouterais d'un autre fait, c'est que ce qui permet aussi un peu à l'AES de tenir, c'est que de l'autre côté, ils sont partie prenante de l'UEMOA. Ce qui fait que ça contrebalance un peu. Alors la question sécuritaire, évidemment, elle est importante. Je crois que les membres de l'AES avaient surestimé leur capacité à lutter contre le terrorisme parce qu'ils avaient l'appui de Wagner, de la Russie, mais ils s'aperçoivent aujourd'hui que
hier, il y avait des forces plus importantes avec des moyens plus importants qui n'ont pas parvenus. Vous pensez que c'est le cas? Vous pensez que c'est pour ça qu'ils ont décidé de s'asseoir de façon fraternelle avec la CEDEAO? Ça c'est un élément. C'est un des éléments à prendre en compte, où ils comprennent effectivement que ce terrorisme est SM. On a évoqué le Bénin, mais au Togo, le Sénégal est menacé aussi, la Côte d'Ivoire, et que donc, il faut mutualiser les moyens si on veut véritablement arriver à juguler. Parce que tant qu'il y a le terrorisme, il n'y a pas de développement économique, développement social, tant qu'il n'y a pas tout cela. Donc finalement, c'est dans l'intérêt des deux côtés, à savoir les pays de la absolument. CEDEAO considèrent qu'ils sont aussi attaqués, donc n'ont pas le choix de travailler avec ceux qui sont concernés en premier. Donc finalement, bien sûr, ils sont dans cet état d'esprit-là de dire effectivement que on a tous intérêt à travailler ensemble. Et en même temps, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, la CEDEAO espère toujours le retour des trois frères. Et il a indiqué, c'est vrai qu'il fallait qu'on termine quand même par ça, parce que la CEDEAO a quand même insisté et terminé en disant on espère que nos frères reviendront au sein de la grande famille. Merci professeur de l'avoir mentionné. On va terminer rapidement avec vos derniers mots. Oui, moi je pense qu'au-delà de l'enjeu sécuritaire, ils comprennent aujourd'hui, enfin il y a une forme de pragmatisme quand même qui atteste que les économies sont très imbriquées les unes dans les autres, qu'il y a tout un réseau d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs qui sont aussi ressortissants des pays de l'AES, qui sont encore implantés dans les pays de la CEDEAO, et que cette diaspora ouest-africaine, mais ce qu'elle veut, c'est juste que le projet d'intégration ne soit pas remis en cause, que la liberté de circulation des personnes ne soit pas remise en cause. Et je pense que les dirigeants, ils n'ont fait que prendre conscience de cela, et tant mieux. En plus, pour des questions pratico-pratiques, ça aurait été très très difficile de pouvoir, entre guillemets, organiser cela, à savoir plus de liberté de circulation, etc. D'ailleurs, pour les commerces. Juste dernière chose, Sonko l'avait dit la semaine dernière dans son interview, en disant dans tous les cas, la CEDEAO a bien compris que l'impact économique sur les pays de l'AES serait limité, parce que justement le fait qu'aujourd'hui il y a la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, en fait ça, quelque part, ça atténue les effets d'une... Merci beaucoup, docteur Camara. Nous sommes au terme de cette émission. Merci, professeur. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Merci, Baba, ainsi que monsieur Mamadou. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission, l'Afrique dans tous ses états.